is a very scary place to work right now. Et si on pense que tout ça, c'est une histoire d'Américains débiles qui votent pour Trump parce qu'ils sont vraiment trop cons, ces Américains, ils sont manipulés. They're eating the dogs, the people that came in. Ce qui s'est passé depuis l'élection de Trump nous montre bien que ce que nous pensions inimaginable est devenu une réalité. This is going to be great television, I will say that. Et donc il y a chez Trump l'idée selon laquelle, une fois qu'on aura fait la purge, qu'il y aura une renaissance. The future is gonna be amazing! Ça y est, la bromance entre le président des États-Unis et l'homme le plus riche du monde explose en plein vol. Ça avait pourtant bien commencé parce que Musk était aux côtés de Trump pendant la campagne, au moment de son élection, pendant les premiers mois de la présidentielle. Hello everyone. Et nous, ça fait un petit moment qu'on suit ce duo puissant et improbable qu'on a fait trembler plus d'un. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence that literally threatens our entire democracy. Menacer la démocratie et la liberté. Est-ce qu'il abuse pas un peu de Joe Biden? Il y a eu des centaines de milliers de fonctionnaires virés en un claquement de doigts, un déni flagrant du changement climatique, une attaque frontale contre le wokisme. Est-ce que la démocratie est vraiment en danger? Est-ce qu'on est à ça de vaciller dans une dictature digitale? Et c'est quoi l'impact sur nous, internautes, citoyens français? The golden age of America begins right now. On a digué dans le sujet, on a lu, on a regardé des vidéos, contacté des experts, des témoins, on vous a fait un gros récap. Spoiler, c'est assez flippant. Mais encore un peu d'espoir, on vous explique. I was selected because I am the ultimate diversity hire. I'm both a woman and a person of color. So if you criticize anything I say, you're both sexist and racist. Cette vidéo, elle a été vue 137 millions de fois. Elle est complètement fausse, faite par IA, et Elon Musk la partage sur X pendant la campagne. Pour bien comprendre l'ampleur de la propagande sur les réseaux sociaux, on a demandé à Thomas Huchon. Bonjour. C'est lui, un journaliste qui est spécialisé dans la désinformation, de venir nous en parler. Déjà, la première chose que cherche à faire quelqu'un qui diffuse une fausse information, c'est de bordéliser un peu la conversation. Qu'est-ce que fait Elon Musk tout au long de cette année 2024? Il essaye de transformer le rapport de force entre Trump et Kamala Harris, donc un homme blanc millionnaire face à cette femme noire qui a fait des études. Donc en gros, il essaye de casser l'image positive de Kamala Harris et de faire en sorte que ce qui était un atout pour elle pourrait devenir une forme de handicap. Le Monde a enquêté sur les tweets de Musk pendant le dernier mois de la campagne. 100 tweets par jour, avec beaucoup de désinformation. Théorie de la fraude électorale, immigration illégale, virus woke, tout y passe. Il y a l'idée qu'elle voulait réinstaurer le communisme aux États-Unis aussi, qui a pas mal marché. Et puis, il y a un peu l'idée qu'elle serait partie prenante de cette organisation des démocrates, qui tiennent ce truc de pédophile caché, qu'elle serait en fait, elle aussi, un rouage essentiel de ce truc-là. Et dans cette opération de dissimulation de la vraie Kamala Harris, il y a la complicité des médias mainstream. Et du coup, là, on commence à poser la deuxième brique de la narration complotiste. Et au bout d'un moment, ça commence à faire un peu boule de neige, quoi. X, c'est devenu le mégaphone des Républicains. Pendant la campagne, la visibilité de leurs tweets a doublé. Le partage de ceux de Musk, triplé. En gros, l'homme le plus riche du monde s'est confectionné une jolie machine de propagande. L'ambiance globale, vous devez commencer à voir, depuis qu'il a racheté la plateforme, une augmentation de 50% des contenus haineux, avec de moins en moins de modération. The ones pushing the lies and propaganda, we're going after them. Pour la blague, des journalistes ont demandé à Grok, l'IA que Elon Musk a construit, qui était le plus grand propagateur de fake news. L'IA a répondu, Elon Musk. Par exemple, une des fake news qui a le plus circulé pendant la campagne américaine, l'idée qu'il allait avoir une fraude électorale des démocrates pour voler l'élection à Donald Trump. Ça, c'est 24 millions de tweets en 2024, ok ? 24 millions de tweets pour cette histoire-là. C'est forcé qu'un truc qui est aussi répétitif, qui est aussi mécanique et qui nous arrive aussi souvent, joue à un moment sur nos cerveaux. Et si on pense que tout ça, c'est une histoire d'Américains débiles qui votent pour Trump parce qu'ils sont vraiment trop cons, ces Américains, mais en fait, on n'a rien compris. Ils sont manipulés. Et ils sont manipulés dans une ampleur que, probablement, l'humanité n'a jamais connue auparavant. On résume. Fake news, théorie du complot et bordélisation sur X. Mais le truc, c'est que ça s'arrête pas là.
Musk il a aussi financé des comités d'action politique, en gros, du lobbying. Ils ont diffusé 7 vidéos. I will not be silent about the scale of human suffering in Gaza, including the death of far too many innocent civilians. Ça c'est hyper impressionnant, c'est de l'hyper-ciblage. Le but c'est de faire pencher les indécis. On va viser une population très spécifique en lui envoyant des messages dont on sait qu'ils vont y être très sensibles. En l'occurrence, les populations juives vont recevoir un message comme quoi Kamala Harris est pro-Palestine. Les populations arabes reçoivent un message comme quoi elle est pro-Israël. Le but, les inciter à ne pas aller voter. Je vous rappelle que c'est pas Kamala Harris qui crée ces messages, c'est les comités qui sont soutenus par Elon Musk. Les données personnelles, en fait, ça change la manière de faire de la politique. Ce qui permet à une campagne politique de définir sa stratégie, c'est sa compréhension de l'univers électoral. Et en fait, en rentrant dans des détails de la personnalité des gens, eh bien, on est capable de prédire leurs comportements électoraux. Et finalement, c'est donc possible de savoir que vous êtes un électeur républicain. Ou pire, que vous êtes un électeur démocrate, mais qu'en fait vous êtes secrètement raciste et que vous pourriez voter pour les républicains. Avec ces données, on peut viser un camp pour les dissuader de voter, mais on peut aussi inciter au vote. Imaginez que vous êtes pro-Trump. USA! USA! Peut-être même vous êtes abstentionniste, vous vous en foutez un peu. Vous allez peut-être recevoir des publicités, par téléphone ou sur Facebook, avec le programme de Harris. Interdiction des voitures à essence, rachat de toutes les armes à feu par le gouvernement, imposition des transitions de genre aux mineurs sans l'autorisation des parents. C'est des informations qui sont complètement fausses, qui vont appuyer sur les thèmes qui vous sont sensibles. Et du coup, vu que vous aimez bien votre gun, vous allez voter pour être sûr que ça passe pas. Fight, 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 vote, vote, vote. Il y a quelque chose de terrible à tout ça. Parce que la politique, c'est quelque chose qui doit se faire dans la lumière du jour, sur lequel chacun d'entre nous doit être capable de se faire sa propre opinion. Traditionnellement, on va dire, voilà, un homme politique de gauche, à un moment, ou un homme politique de droite, à un moment, dans sa campagne, pour gagner la majorité des Français, il était obligé de se rapprocher du centre. Et donc, ça faisait que le système amenait, alors, à une forme de statu quo, mais il amenait aussi à une forme de vivre ensemble. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout la logique. Et donc, si on vit tous dans des réalités différentes, si on vit tous dans des mondes parallèles, si on est tous en permanence sponsorisés par nos émotions et qu'on n'arrive plus à réfléchir, je vois pas très bien comment est-ce que la circulation permanente de contenus violents, clivants et choquants pourrait avoir une conséquence autre que le fait qu'on se fout tous sur la gueule. Au-delà des moyens techniques qui vont cibler certaines populations, le cœur de ces messages, il fonctionne sur la haine, la colère, la honte. Et en fait, toutes ces émotions, elles modifient notre discernement. Elles solidifient nos clichés. C'est un peu comme si on avait du mal à s'entendre réfléchir. Mais est-ce que les réseaux sociaux, c'est eux qui ont fait que Trump ait gagné l'élection? C'est un peu plus compliqué que ça. Les études, elles restent assez prudentes à ce propos. À savoir, est-ce que les réseaux sociaux ou les chaînes de télé conservatrices, genre Fox News ou CNews, ont plus d'impact? On sait pas trop le dire. Quoi qu'il en soit, ça modifie le débat public. Ça agrandit la fameuse fenêtre d'Overton. En gros, cette fenêtre, c'est la zone avec les idées dont il est acceptable de débattre. Genre la légalisation du cannabis. On peut être pour, on peut être contre, mais on peut en parler. En dehors de cette fenêtre, il y a des idées qui sont jugées impensables ou intolérables. Genre le travail des enfants. Il n'y a pas de débat sur le sujet. Mais, à force d'entendre des idées extrêmes quotidiennement, en fait, on commence à accepter d'en débattre en société et on les normalise petit à petit. They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. Plus on entend des dingueries, moins elles nous paraissent dingues. Et surtout, nous, en fait, en Europe, c'est pas possible de faire de la publicité ciblée politique. C'est possible de faire de la publicité ciblée pour des causes. Et c'est là qu'est le loup. En fait, c'est possible de trouver des choses qui sont absolument pas politiques, mais qui en réalité révèlent très précisément vos convictions politiques. Le hack, c'est quoi? On voit un système. Dans ce système, on trouve une faille. On comprend cette faille, on rentre dans cette faille, on fait effet de levier et on casse le système. On revient aux US. Le 17 janvier 2025, Trump récupère les clés de la Maison-Blanche pour son second mandat. Il signe 140 décrets en 100 jours, un record. Il remet en cause le droit du sol, lance une chasse aux immigrés illégaux, on voit même des étudiants légaux se faire arrêter en pleine rue, il réfute l'existence du changement climatique, démantèle l'USAID qui délivrait de l'aide humanitaire à l'international et censure la recherche scientifique. On a parlé à Alexa. Elle est scientifique à l'EPA, l'agence de protection de l'environnement, pour qu'elle nous raconte ce qu'elle a vécu. The day after the election, we were told
all communication and all projects were on an immediate pause. It's so strangely carried out. I'm assuming it's probably heavily influenced by Doge and Elon Musk. Ce Doge dont elle parle, c'est le département de l'efficacité gouvernementale, avec Musk aux manettes pour faire des économies. The federal government is a very scary place to work right now. The level of surveillance that we are under is unlike anything I have seen in any workplace. I mean, this week they just installed a system on our computer that sends an alarm every time you undock your computer from your desk. They're telling us that we need to be scared and we need to be very careful what we say on meetings and what we put in emails. We need to censor ourselves. And I've talked to my older colleagues who've been with the agency for 40 some years. They said they've never seen anything like this. They've never seen such aggression and direct attacks on government employees and the civil service, and just a rewrite of everything and how it's meant to work. Mais alors comment ça fonctionne le Doge? On a vu des jeunes ingénieurs qui avant travaillaient pour Musk se balader dans les agences fédérales pour siphonner les datas. Là il faut quand même se rendre compte que l'homme le plus riche sur Terre a fait la plus grande violation de sécurité informatique que le pays ait connu. Trésor américain, NASA, sécurité sociale, impôts, tout y passe. Le Doge récupère des données ultra sensibles. C'est à partir de ces données qu'ils vont décider de qui licencier et où faire des coupes budgétaires. Avec quelques couacs, ils ont viré des salariés du domaine de la sûreté nucléaire, se sont empressés de les réembaucher juste après. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Moi, je suis un peu sidéré, parce que comment est-ce qu'on peut appeler le fait que l'homme le plus riche du monde finance la campagne d'un homme politique parce que cet homme politique va lui confier, une fois élu, la gestion des administrations qui doivent surveiller ses propres entreprises. Comment est-ce qu'on appelle ça, normalement? On appelle ça de la corruption. C'est probablement le plus gros exemple de corruption généralisée qu'on ait jamais vu depuis des années. Même la mafia n'a pas imaginé un tel destin dans les années de plomb en Italie. Enfin, je veux dire, personne n'a réussi à faire ce coup-là. Corruption, conflit d'intérêts, et puis il y a les datas en tant que telles. Parce que la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il va en faire de ces données? En réalité, il a été chercher toutes les données personnelles qu'il n'avait pas pu récupérer avec Twitter, qu'il n'avait pas pu récupérer avec Tesla. Il récupère énormément d'informations sur la totalité des électeurs américains et des informations extrêmement sensibles, de sécurité sociale, d'impôts, de justice. Imaginez une seule seconde que de disposer de ces informations-là ne va pas lui permettre de construire un minima des outils numériques extrêmement performants, voire extrêmement dangereux. Je pense que c'est faire une erreur sur qui est Elon Musk. The future is gonna be amazing! I think that the harm that they're doing and the damage they're doing with this deregulation is going to take generations to fix. It takes a really, really long time to pass laws and to create new regulations. But we're going to see more complaints that education and resources are not reaching people of color, low-income people, rural communities, because that's what our program focused on. And I think we're going to see rises in environmental effects like lead poisoning. We might see worsening drinking water quality. We might see worsening air quality. We do emergency response. The fires in LA, EPA responded to those. So I think we're going to see slower responses to those disasters. And honestly, at the end of the day, we're going to see more lives lost, unfortunately, because we won't be here to protect them. And that's scary. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, on peut quand même se poser la question, est-ce que ça marche? Est-ce que ça permet de faire les économies annoncées? Pas tant. Our goal is to reduce the waste and fraud by $4 billion a day, every day, 7 days a week. And so far, we are succeeding. Musk avait annoncé 1000 milliards d'économies sur les 6750 du budget fédéral. Résultat, 175 milliards d'économies, et encore, le chiffre serait gonflé selon le New York Times. Et puis le truc qui est hyper fort, c'est qu'ils ont réussi à renverser le discours. Ils s'immiscent dans les institutions, volent masse de données, font des coupes budgétaires au doigt levé, et selon eux, la fraude, elle vient de l'État. We found fraud and abuse. This, by the way, is I think one of the biggest sources of fraud in the world is government-funded, non-governmental organizations. Mais alors attendez, d'où il vient ce rapprochement entre tech et politique? Parce que, a priori, la Silicon Valley, c'est plutôt des étudiants prépubères dans des garages, du LSD, c'est plutôt progressiste à première vue. Mais en fait, c'est aussi le lieu de pensée d'un projet assez radical. Il y a des milliardaires de la tech, pas tous, qui ont un projet politique hyper précis. C'est les libertariens. Un courant de pensée qui pense que la liberté individuelle prime sur toute entrave de l'État.
Et là, on a fait appel à un peu de renfort. Elle est prof à Sciences Po, elle est chercheuse associée à Harvard, elle est historienne et américaniste, c'est Sylvie Laurent. Bonjour. Et on l'a appelée pour qu'elle nous définisse un peu plus clairement ce que c'est que le libertarianisme. Chez les libertariens, il y a l'idée que, naturellement, une élite des meilleurs doit pouvoir imposer son autorité et sa supériorité sur le reste des hommes. Il faut bien comprendre que pour eux, l'idée de redistribution, de régulation ou de devoir vis-à-vis de la collectivité, c'est une fausse vertu. C'est quelque chose qui a perdu les sociétés parce que ça ramollit, ça efféminise et ça entrave l'initiative. Ils ont véritablement l'idée, si vous lisez Sam Altman, Peter Thiel, Zuckerberg et même Elon Musk, qu'ils vont sauver l'humanité. Je pense qu'il y a des gens qui sont meilleurs que les autres et qu'ils sont meilleurs que les autres et qu'il faut les laisser aller au bout de leur projet et que nous aurons tous à nous en féliciter dans 5, 10, 100, 1000 ans lorsqu'ils auront réussi. Donc là, nouveau personnage. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Peter Thiel. Un entrepreneur de la tech et libertarien assumé. Il connaît bien Musk parce qu'ils ont co-créé PayPal ensemble, il a financé Facebook. C'est un petit milliardaire, 17 milliards selon Forbes. C'est la personne la plus influente de la Silicon Valley et c'est la personne la moins connue. D'un point de vue politique, c'est quelqu'un qui est extrêmement dangereux. C'est l'incarnation de la droite chrétienne la plus intransigeante, la plus violente, la plus conspirationniste que nous avons pu connaître au cours de ces dernières années. Thank you very much. Et le truc, c'est que J.D. Vance, le vice-président américain actuel, il se revendique de certaines de ces théories. Il le qualifie même de compétent et captivant. Après, c'est pas très étonnant que les deux s'entendent, parce qu'en fait, c'est Thiel qui a financé les campagnes de J.D. Vance. J.D. Vance est lui-même d'extrême droite. Donc J.D. Vance pense lui aussi qu'il y a eu trop de féminisme, trop de reconnaissance des minorités et qu'il est grand temps de revenir à une tradition chrétienne, hétérosexuelle, patriarcale. C'est-à-dire qu'il y a un futurisme réactionnaire. C'est-à-dire ce sont les mêmes qui parlent des nouvelles technologies, d'aller sur Mars, d'avoir des véhicules volants et de l'intelligence artificielle partout, qui dans le même temps ont des valeurs morales extrêmement réactionnaires. Mais pourquoi un milliardaire de la tech finance un représentant politique? C'est étonnant, parce que si on se dit que Thiel il est libertarien, il veut moins d'État ou pas d'État du tout. Il pense au contraire que l'État peut être très utile pour instaurer un rapport de force mondial. Donc c'est pas vraiment un libertaire, hein, c'est quelqu'un qui utilise le libertarianisme quand ça l'arrange et le pouvoir politique quand ça lui sied. Maybe you could actually unilaterally change the world without having to constantly convince people and beg people and plead with people who are never going to agree with you through technological means. And this is where I think technology is this incredible alternative to politics. La plus grosse boîte de Thiel, c'est Palantir. Et là, ça devient un peu plus sérieux. Si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, c'est la boule de cristal qu'utilise Saruman pour voir ce qu'il y a en dehors de sa tour. C'est une entreprise qui vend des armes, des drones et des véhicules de combat, mais aussi qui est spécialisée dans le big data. Ils ont déjà travaillé avec la CIA et le FBI pour traquer des terroristes partout dans le monde, à l'aide de leurs données personnelles. Et depuis l'élection de Trump, sa valorisation boursière a doublé. Maintenant, ils travaillent avec le Doge et l'État américain pour traquer et déporter les immigrés. On est dans une contradiction totale, puisque la chose que les libertariens sont censés honnir, c'est la tyrannie de l'État. Or, que fait Peter Thiel? Il donne à l'État un appareil de surveillance et de domination généralisée sur la population. Il y a quand même un truc qui colle pas. C'est comment est-ce que toutes ces théories ont convaincu les MAGA, la base électorale de Trump, qui sont quand même a priori loin des sphères tech et qui n'ont pas voté pour être sous un gouvernement autoritaire. Il arrive avec l'idée qu'il existe une forme de complot pour nous manipuler. Ça va parler aux sphères complotistes ralliées par Trump, oui. Ça va parler aux républicains traditionnalistes qui ont toujours vu le rôle de l'État fédéral comme une espèce de machine à empêcher l'Amérique de fonctionner, quoi. Et la droite chrétienne, avec l'idée qu'il y aurait donc une organisation des médias, des démocrates, qui vont mentir à tout le monde sur ce sujet pour obtenir une espèce de monde fantasmagorique, peuplé de woke, homosexuels, noirs, potentiellement avec un accent mexicain. Trump a été élu, et c'est ça qui est assez drôle, sur le fait qu'il était une incarnation. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il est le contraire de la tech. Il est un corps, il est une autorité, il est une voix. Les démagogues, ils sont très charnels, très incarnés. C'est son côté mussolinien. So you have to tell Kamala Harris that you've had enough. We can't stand you. You're a shit vice president.
Et la grande différence entre 2016 et 2024, je pense que c'est parce que la tech est arrivée la deuxième fois comme appareillage de surveillance et de déconstruction de l'État social d'une façon qui a vraiment donné des allures un peu fascisantes à ce nouveau gouvernement qu'il n'y avait pas la première fois alors que les fondements étaient déjà établis. Bon, propagande, bouc émissaire, tendance fascisante, ça doit commencer à être clair. La question qui reste à se poser quant aux US, c'est les garde-fous. Il y a un truc qui est quand même pas mal avec les démocraties, c'est le principe des contre-pouvoirs. Est-ce qu'il fonctionne ? Les principaux aux États-Unis, c'est le Congrès des États-Unis, le système judiciaire et les médias. Aujourd'hui, alors que ils sont affaiblis, les médias continuent à pouvoir exprimer des critiques, même s'il y a beaucoup d'autocensure. Pour ce qui est du Congrès, il est complètement inexistant. Les démocrates sont beaucoup trop affaiblis pour pouvoir s'opposer, donc ça, c'est le gros problème. Et après, il y a la justice, qui est là, entre autres, pour faire en sorte que la Constitution soit respectée. Trump en teste les limites. Elle a retoqué beaucoup de ses réformes. Elle affirme le droit du sol comme étant inaliénable, a fait réembaucher des salariés qui s'étaient fait virer de manière abusive, et ici, vous pouvez voir le nombre de procès qui ont été lancés contre son administration face à celle des autres présidents. À chaque fois qu'une décision parfaitement inique, illégale, scandaleuse est prise, la Cour suprême dit dans un coup il faut pas le faire, mais dans un coup s'il a le cas de le faire, lui donne l'immunité pour certaines choses. Donc la Cour suprême, on ne peut pas jusqu'à ce stade compter sur elle pour entraver Trump. En revanche, il existe aux États-Unis tout un système de petits juges locaux qui ont la possibilité de mettre une condamnation, un moratoire ou d'arrêter une décision. Il reste aussi le fait que Trump est de moins en moins populaire depuis l'élection, notamment parce que les prix augmentent. Vous avez peut-être vu passer l'eggflation, le moment où les œufs sont devenus un peu un produit de luxe. Et c'est peut-être ça la limite du système. Bon, et dans tout ça, quel est l'impact sur nous, Européens et Français? Est-ce qu'on va avoir un Doge chez nous? Est-ce que le gouvernement européen a un rôle à jouer? On voit bien que l'Union européenne est un énorme problème pour la tech et pour la Silicon Valley. Ils s'attaquent en permanence à l'Union européenne, donc ils vont soutenir des partis politiques en Europe qui vont casser les lois européennes, ou alors ils vont financer des lobbies qui vont lutter contre ces lois. Mais en l'occurrence, quelle est la seule institution aujourd'hui qui lutte contre les GAFA? C'est l'Union européenne. Le problème, c'est que cette attitude du président de la première puissance mondiale, elle peut en inspirer d'autres en Europe. En l'occurrence, Jordan Bardella veut s'inspirer du Doge pour créer un ministère. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà comprendre la stratégie de communication qui est à l'œuvre. Avec tout ce qu'on vous raconte depuis le début de la vidéo, vous devez commencer à capter. En gros, il faut que vous gardiez un esprit critique sur tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et ailleurs. Quelle que soit votre opinion politique, si vous vous informez sur un réseau social, vous allez être radicalisé dans vos propres opinions. On va vous faire monter en température. Et donc, il y a peut-être un truc à faire, c'est de multiplier les sources d'information. Et quand je dis multiplier les sources d'information, ça veut pas dire s'abonner à Libé et au Figaro sur TikTok. Parce qu'on pourrait se dire que ça suffirait. Le truc, c'est qu'il faut sortir du tout numérique. Parler avec des vrais gens, aller dans des conférences, acheter des journaux, regarder la télé, écouter la radio, écouter des podcasts, mais ne restez pas sur une seule source d'information et s'il vous plaît, arrêtez de croire qu'un seul réseau social peut vous donner la réalité et la complexité magnifique du monde dans lequel nous vivons. Pour finir cette vidéo, ce tweet, il est pas mal. C'est-à-dire que Musk nous dit quand même que sans lui, Trump n'aurait jamais été élu. Cette affirmation, elle est impossible à vérifier, mais elle n'est pas anodine. On parle de plus en plus de technofascisme pour désigner cette période. Et c'est le temps qui va nous dire si cette expression, elle est appropriée. Quoi qu'il en soit, la tech n'aura sûrement jamais été aussi politique.